Et voilà. Excusez-moi pour ces problèmes techniques. Je ne vous présente pas Manuel Carcassonne, que nous connaissons à Montpellier, qui était avec nous l'année dernière pour nous présenter son premier roman, Le Retournement. Je signale, je l'ai dit hier soir, je le redis aujourd'hui, que ce premier roman est paru en poche et qu'il a obtenu le prix Renaudot Poche 2023. Et donc, c'est le salon des merci. Le salon de mon livre qui m'a porté bonheur entre l'année dernière et cette année. En tout cas, nous sommes très, très heureux de cette récompense. On avait dit beaucoup de bien de ce livre l'année dernière, sur notamment cette recherche d'identité qui était un des thèmes forts du roman. Il est disponible, hein, donc à la Cavale, si vous souhaitez, si vous n'avez pas pu le prendre l'année dernière, mais Manuel Carcassonne n'est pas là pour son livre aujourd'hui. Il est là parce qu'il a des fonctions importantes dans une maison d'édition. Il est directeur des éditions Stock, et moi j'avais deux questions à lui poser. C'est un homme de livre, hein, donc il aime parler de livres. Comment on fait pour être directeur, et qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur d'édition? Merci Charles pour ces deux questions très franches. Merci beaucoup vraiment au salon effectivement du livre de Mondeville, parce que c'est, comme je disais assez justement tout à l'heure, Judith Cohen-Solin, c'est une très bonne appellation plurielle. Je pense qu'elle recouvre parfaitement la grande pluralité des différentes manières de vivre et d'écrire le judaïsme, dont je suis un bon exemple par mon manque de culture religieuse, mais par mon intérêt identitaire. Nous parlions hier soir à table de transmission, et c'est vrai que c'est un des outils de transmission, justement, qui est le livre et aussi la faculté à se rencontrer. Alors je voudrais répondre aux questions de Charles, peut-être en disant que c'est une différence, hélas pour moi d'ailleurs, et pour ceux qui ne sont pas forcément très résistants à l'art du management, entre être éditeur, ce que j'ai été quand j'étais jeune éditeur, et où je n'avais pas de fonction managériale et de direction, et être éditeur, et en plus, effectivement, diriger une maison d'édition. Donc la différence, elle est très simple, hein, pour disons, schématiser. Voilà, quelques livres de la maison Stock, le livre de Paul Audy, Troublante Identité, le livre de Michel Fitoussi sur toute sa famille juive de Tunisie, j'en parlais tout à l'heure, la famille de Pantin, ou encore le livre très brillant d'Emmanuel Ruben, Les Méditerranéennes. Retenez ce nom, Emmanuel Ruben, je pense que vous le retrouverez à la rentrée 2024 avec un très beau roman, justement, qu'on édite. Donc quand on édite, il s'agit au fond de lire et de proposer éventuellement des suggestions de correction, d'orientation du texte, de coupe éventuellement, mais aussi plus profondément de dialoguer au fond avec l'auteur sur le texte. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est beaucoup en fonction aussi de quel est l'interlocuteur, de quel est l'auteur et de quel est l'interlocuteur. C'est clair que pour quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut faire, pour quelqu'un qui travaille éventuellement avec une certaine stabilité professionnelle, conscience de ce qu'il fait, etc., c'est assez simple. Par exemple, après c'est difficile, je ne peux pas vraiment citer de nom, ça me gênerait vis-à-vis des auteurs. Par exemple, en juillet, il est arrivé un manuscrit important, parce que la personne a une certaine position, mais qui ne savait pas forcément très bien écrire. Et j'ai fait 13 versions d'aller-retour avec cet auteur, c'est-à-dire que j'ai lu et corrigé, annoté, conseillé, orienté 13 versions. C'est beaucoup. Parce que quand vous avez lu le texte 13 fois, effectivement, on commençait à avoir un peu marre. Hein. Voilà. Mais une fois de plus, tout ça, ça dépend des interlocuteurs, ça dépend des auteurs, ça dépend de leur travail. Quand on a la chance de travailler, par exemple, avec Philippe Claudel, ce qui est mon cas dans le dernier livre, Crépuscule, paru en janvier dernier, est un livre magnifique, ou avec des écrivains, disons, de cette acabit, il n'y a pas beaucoup besoin de faire de l'édition. Alors après, diriger une maison d'édition, ça c'est différent, c'est malheureusement diriger une entreprise.
Donc, en l'occurrence, avec un actionnaire, qui est le groupe Hachette, lequel est en ce moment en train de changer lui-même d'actionnaire, puisqu'il est racheté par le groupe Vivendi, appartenant à M. Bolloré, donc ça n'est pas sans faire beaucoup d'articles dans la presse française, beaucoup de bruit. Et ça consiste à avoir des salariés. On a une vingtaine de salariés qui sont un service commercial, un service technique de fabrication, des éditeurs qui sont aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, plutôt des éditrices, parce qu'il y a une... Ah, bonjour. Ça va? Super. Donc, nous saluons Claude Askolovitch qui vient d'arriver. Donc ce sont en majeure partie plutôt des jeunes femmes. Aujourd'hui dans l'édition, il y a une féminisation très forte de la vie de l'édition, féminisation des salariés, mais aussi des libraires et aussi du public. Vous savez que la plupart des romans aujourd'hui, la plupart des livres de littérature au sens large du terme, plutôt achetés par les femmes. Donc il y a différents services et il s'agit de les gérer, de les manager, de répondre à leurs questions, de les faire travailler, de venir le vendredi pour obliger les autres à venir, puisque plus personne ne vient aujourd'hui travailler le vendredi en France, j'ai l'impression. C'est beaucoup de choses assez contraignantes. En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est effectivement les orientations et le choix éditorial. Et nous sommes dans le salon du livre des mondes juifs. Les éditions Stock ont une variété effectivement très grande de publications, dont certains auteurs de très grand nom effectivement. Mais on a constaté une certaine concentration quand même parmi les livres que nous avons apportés. Vous avez quand même beaucoup d'auteurs. Je pense à Toby Nathan, je pense à François Hébrod, je pense à Michel Marcussi. Donc Lola Lafont, qui a écrit un magnifique livre en passant une nuit au musée d'Anne Frank. Est-ce que c'est un hasard? Je crains que ce soit mon influence, Charles, je crains que ce soit mon influence. Alors je ne sais pas si mon influence comment je pourrais dire, je ne sais pas si c'est à mon insu ou si de mon plein gré ou si je le fais exprès. Mais oui, je pense dans une maison d'édition. Alors le but, je crois que tu as une présentation de l'Antilope dans la journée. Bon, là c'est une maison d'édition beaucoup plus petite, qui est vraiment spécialisée sur des textes et généralement très intéressants, de très bonne qualité, de littérature juive au sens global du terme. Pas que d'ailleurs, parce que un de leurs auteurs qui est venu passer chez moi, qui s'appelle Samir Rossoul, qui est libanais, et a son livre à l'entrée, qui est très drôle, Le nez juif. J'ai publié son livre d'après, qui s'appelle Beyrouth sur scène, et qui a obtenu le concours des lycéens l'année dernière. Donc voilà, quelques passages de... Bon. Bah, justement, il n'était peut-être pas fait pour cette maison-là. Donc, moi, je ne peux pas me spécialiser, parce qu'on publie quand même entre 70 et 80 titres par an, et encore, je spécifie la production. Mais c'est une maison qui existe, pour être assez clair, depuis 1708. À l'époque, évidemment, au XVIIIe siècle, il ne s'agit pas d'éditeurs au sens industriel du terme, mais au sens d'aujourd'hui. Il s'agit plutôt de libraires, négociants, imprimeurs. Très souvent, c'était des libraires qui faisaient commerce du livre, parce qu'ils les fabriquaient et ils les commercialisaient à travers, évidemment, des points de vente. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de librairie en France, et ils les commercialisaient directement eux-mêmes. Puis le nom de Stock vient de Pierre-Victor Stock, qui a été un éditeur contemporain de l'affaire Dreyfus. Et assez étrangement, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, dans le retournement, assez étrangement, Pierre-Victor Stock a été extrêmement actif pendant l'affaire Dreyfus. Il avait publié un livre qui s'appelait Mémorandum d'un éditeur, et il était farouchement Dreyfusard. Et au moment de l'affaire Dreyfus, Stock a publié beaucoup de livres sur l'affaire Dreyfus. Ensuite, la maison s'est transformée, il y a eu des rachats, etc. Et à un moment donné, elle a été dirigée par, alors là on n'est plus tout à fait sur la même ligne politique, même si, vous allez voir, c'est plus compliqué, par André B.A.Y., qui était le gendre de l'écrivain Jacques Chardin, nom qui vous est peut-être
connu ou inconnu, mais Jacques Chardon fait partie avec Paul Morand, il y a une grande correspondance Paul Morand, Jacques Chardon, des grands écrivains français, très bons stylistes, mais pas vraiment à gauche, et pas vraiment philosémites. Mais bizarrement, André B n'a pas suivi cette voie, puisque c'est lui qui a créé le fameux cabinet Cosmopolite, ça s'appelait comme ça. Alors ça, c'est des livres en poche, mais en fait, ils sont en grand format et dans ce format-là aussi. Ce cabinet Cosmopolite est une spécificité de la Maison Stock, parce que c'est la première collection de littérature étrangère qui a été créée exactement il y a un siècle, maintenant un petit peu plus d'un siècle. Et cette collection, André B, qui l'a dirigée pendant très longtemps, l'a ouvert de manière très pionnière pour l'époque, parce qu'il n'y avait pratiquement aucune collection de littérature étrangère en France avec un tel corpus. Gallimard, ça n'est venu que longtemps après, etc. Il l'a ouvert à toutes les possibilités de langue, ce qui n'était pas du tout ce qui se faisait, puisque généralement ce qui se faisait, c'était des collections monotaches, si j'ose dire, ou monolangues, sur une seule langue, un pays, une civilisation, etc. Et c'est dans cette collection, Cosmopolite, que sont parus la plupart des livres d'un écrivain que j'admire profondément, que vous connaissez bien ici, qui est Isaac Bashevis Singer. Alors, La couronne de plumes, je peux citer les titres, il y en a quand même beaucoup, La corne du bélier, Le manoir, Le domaine, Le magicien de Lublin, La famille Moscat, oui, beaucoup sont chez Stock, La couronne de plumes, etc. Alors, la particularité, pour la petite histoire, de l'aventure éditoriale de Singer en France, un extraordinaire écrivain, vraiment un génie, c'est qu'il a d'abord été publié par André B. Quand André B vivait sa femme Marie-Pierre B, qui a gardé son nom, qui est traductrice, et après leur séparation, Marie-Pierre B est restée chez Stock, où elle est devenue l'éditrice vraiment attitrée de Singer. Tous les ans, elle partait avec Singer, elle allait faire 15 jours de voyage en Suisse, elle se promenait avec lui, il avait des habitudes assez à la Nabokov, il partait généralement en Suisse, se promenait le long des rivières et des lacs et réfléchissait, et sinon vous savez qu'il vivait à New York. Son œuvre est extrêmement abondante, je profite pour dire que nous continuons de publier des inédits de Singer qui sortent comme d'une malle mystérieuse. En l'occurrence, c'est une malle qui est en Israël, parce que son fils vit en Israël, son estate qui s'occupe de lui, de son œuvre, est en Israël. Et donc on voit arriver des manuscrits qui arrivent comme ça, par une sorte de miracle, qui n'ont pas été publiés par l'éditeur américain de Singer, qui est son premier éditeur, qui est mort maintenant, qui s'appelle Roger Strauss, fameuse maison d'édition américaine Farrar, Straus & Giroux. Et Roger Strauss, qui était un typique grand éditeur, un ancien juif américain, n'a pas voulu publier un certain nombre de manuscrits de Singer parce qu'ils étaient assez ironiques et mettaient beaucoup en question avec l'humour terriblement corrosif de Singer, l'ironie terriblement cinglante, le judaïsme d'après-guerre. Il avait une espèce de manière de se moquer même de la communauté juive américaine, etc., qui pensait, Roger Strauss, pouvait un peu heurter les lecteurs de la maison, déjà à l'époque. Et donc, Marie-Pierre B, je reprends mon histoire, quand j'étais tout jeune, alors même pas encore éditeur, critique littéraire, j'allais rentrer dans l'édition chez Grasset à 24 ans, j'étais devenu une espèce de mascotte de Marie-Pierre B. Elle m'avait à la bonne, comme on dit, elle voyait ses livres, elle voulait que j'interviewe ses auteurs, etc. Et je croyais vraiment que Marie-Pierre B. était juive. Tellement elle était imprégnée de Singer, elle parlait un peu hébreu, elle allait très souvent voir en fait un spécialiste du yiddish qui vivait en Israël pour pouvoir. C'est que Singer est traduit en fait de l'anglais. Il n'est traduit du yiddish directement que dans une seule langue. C'est un peu fou, c'est vrai, c'est le japonais. Les japonais le traduisent directement du yiddish. Les autres éditeurs dans le monde, en fait, le traduisent de l'anglais. Parce qu'il écrivait soit en yiddish, soit en anglais. Mais de toute façon, on partait généralement de la version anglaise. C'est son neveu, non? C'était le fils d'Ismaël Joshua qui traduisait. Alors, il y a son neveu a traduit aussi, mais il y avait toute une catégorie de traducteurs qui étaient un peu les traducteurs attitrés, qui généralement étaient quand même tous juifs. Et donc, moi, je dis à Marie-Pierre B, enfin, c'est formidable, et Marie-Pierre, en fait,
voilà, finalement, vous êtes de quelle origine? Je pense qu'elle me dit, bon, elle me dit, je ne suis pas du tout juif, je suis corse. Donc, j'ai mis, je pense, 10 ans à comprendre ça, et j'ai eu que Marie-Pierre B s'était complètement, presque convertie intellectuellement à toutes les manières les plus, je vais dire, érudites et talmudiques de comprendre Singer et de le publier. Et c'est elle qui a apporté, d'ailleurs, chez Stock, un certain nombre d'auteurs, de grands auteurs. Bon, après les parties, il y a eu des brouilles entre elles, et moi je n'étais pas là encore, hein, et le patron de l'époque, et les parties dirigées littérature étrangère au Mercure de France, mais par exemple l'éditrice, entre autres, de Julian Barnes, de gens comme ça, c'est vraiment une très bonne éditrice. Donc, pour reprendre mon fil, voilà la différence, je dirais, entre éditeur et malheureusement, patron de maison d'édition, qui consiste à passer pas mal de temps à faire autre chose que de la lecture, ce qui me manque. Il y a dans le monde, et de plus en plus, des patrons, des patronnes de maison d'édition qui sont de purs gestionnaires, qui ne viennent pas du milieu littéraire, qui n'ont pas fait d'études de lettres, etc., qui sont vraiment des gens qui sont là pour gérer les boîtes. C'est particulièrement vrai, évidemment, en Angleterre, aux États-Unis, où il y a très très peu d'éditeurs patrons de maison. Patronnes de maison. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a une variété suffisante dans le choix éditorial pour que nous ayons des auteurs qui nous intéressent, et je voudrais te remercier et remercier les éditions Stock parce que grâce à toi, nous entrons en contact très facilement avec des auteurs que nous apprécions beaucoup. François Elbron, qui a animé la table ronde hier soir avec Vincent Payon, édité chez Stock. Nous devions avoir ce matin Michel Fitoussi, qui, au dernier moment, c'est-à-dire vendredi, carrément, vendredi après-midi, il nous a dit qu'elle était atteinte du Covid, ou de la Covid, et qu'elle ne pouvait pas venir. On en a été très déçus, mais je vais peut-être laisser Manuel Carcassonne nous dire quelques mots sur son livre que nous avons éventuellement à disposition pour ceux que ça intéresse et qui seraient venus pour elle. Alors, Michel Fitoussi est effectivement désolé de ne pas être là. Bon, et vous avez François Elbron qui est là avec son très beau livre et que je remercie beaucoup de m'avoir confié ce livre. Je pense que, par exemple, dans son cas, il y a eu énormément de travail éditorial. Il savait ce qu'il voulait faire. Et on a simplement parlé un petit peu des orientations peut-être de son texte, et du titre, de la couverture, de la manière de faire, etc. Ça dépend vraiment effectivement de chacun. Le livre de Michel Fitoussi, La famille de Pantin. Alors j'ai connu Michel il y a longtemps et je l'ai publié quand j'étais effectivement éditeur chez Grasset, puis directeur littéraire de Grasset à l'époque. Et on a eu des aventures formidables ensemble qui soudent les couples auteurs-éditeurs, dont une aventure qui est peut-être amusant de rappeler ici, parce que la mémoire passe vite des choses, elle passe même à une allure impressionnante. C'est qu'on a fait ensemble un livre avec Malika Oufkir. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est toujours la fille du général Oufkir. Et elle avait donc passé 20 ans dans une prison avec toute sa famille, enfin pas son père qui avait été assassiné après la tentative du coup d'État contre Hassan II, mais avec en fait ses frères et sœurs et sa mère. Ils étaient 5, si je ne me trompe pas, et ils étaient dans une prison uniquement pour eux, chacun dans une cellule différente. Le plus petit était avec sa mère, et le plus petit avait quand même, je crois, 5 ou 6 ans, donc c'est quand même un peu tôt. Ils y sont restés pratiquement 20 ans, jusqu'à une rocambolesque évasion, dont je continue de penser, sans avoir aucune certitude ni preuve qu'elle est... oui, qu'elle n'a pas pu avoir tout à fait lieu comme elle se décrit dans le livre, parce qu'il décrit comment ils ont construit un tunnel, etc. J'avoue que je crois moyennement, mais je pense que entre l'action de la France et le fait qu'Hassan II ait fini quand même par mollir un peu dans sa détermination, ils ont pu partir et ils sont venus en France. Et Malika n'avait jamais raconté son histoire, elle est donc marocaine, Michel est donc tunisienne d'origine, et entre cette marocaine sortie du sérail du roi, élevée comme la fille adoptive d'Hassan II, élevée vraiment à la cour, puisque sa mère avait, dit-on, une aventure avec Hassan, et le général Oufkir était très proche du gouvernement, enfin très, très constitutif du gouvernement, même si c'est par 2 fois participé à un coup d'État.
entre donc cette marocaine presque princesse abandonnée et recluse dans sa prison et cette tunisienne, famille juive et bourgeoise, s'est nouée une amitié qui a donné lieu à ce livre, La prisonnière, qui a été une extraordinaire aventure éditoriale. On a travaillé dans Paris, sur des bancs, parce qu'on pensait qu'on était sur écoute, on se promenait dans la rue, on faisait des dîners, on avait enfermé les papiers dans le coffre de Grasset, il y avait un coffre à l'époque, et ensuite les papiers ont disparu, qui est quand même assez louche. Enfin, il y a eu énormément d'aventures autour de ce livre, dont une aventure extraordinaire, c'est qu'il est paru en France, La prisonnière, ça s'appelait, il a eu un très beau succès en France. Puis il a commencé à apparaître dans des pays à l'étranger. Et puis personne, comme très souvent, personne n'en voulait aux États-Unis. Les éditeurs disaient Who is this General Oufkir? Where is the Morocco? Ils affichaient quand même une certaine indifférence à l'égard de ce sujet, jusqu'à ce qu'il y ait un éditeur un peu plus astucieux qui prenne le livre et qui le publie. Et Malika Oufkir était très déterminée à défendre son livre, à défendre cette cause. Très émouvante, c'est une femme assez extraordinaire. Hein. Et elle est allée aux États-Unis, elle parlait pas très bien anglais, elle est allée là-bas, elle a commencé à apprendre l'anglais, elle a commencé à fréquenter des gens, et puis avec le talent qui était le sien, elle est devenue très amie en 3 soirées à New York d'une très célèbre présentatrice télé de l'époque qui s'appelle Oprah Winfrey. Vous avez peut-être entendu parler, qui présentait le Winfrey Show. Et Oprah Winfrey l'a prise vraiment sous sa protection et l'a invitée quand le livre est paru. Résultat, elle a vendu 1 million d'exemplaires aux États-Unis, parce que le marché est légèrement plus grand que le nôtre, et quand ça marche vraiment. C'est une histoire extraordinaire parce que ça a rapporté beaucoup d'argent, en plus que, évidemment, d'être une belle histoire d'édition. Non, pardon, mais comme ça arrive rarement, Charles, je le raconte. Alors, La famille de Pantin, c'est quelque chose qui est un petit peu comme, je dirais, une vraie recherche identitaire. On a parlé l'année dernière de récit de filiation, elle aurait pu tout à fait y avoir sa place. Donc, Michel est typique de cette génération de personnes qui viennent, je dirais, ça peut être, en l'occurrence c'est la Tunisie, ça pourrait vraiment être le Maroc, l'Algérie, et qui ont décidé de s'assimiler. C'est-à-dire qui, quand elles sont arrivées en France, elle est née en Tunisie, mais elle est toute sa famille est tunisienne, elle ne voulait pas faire parler d'elle. Elle voulait devenir plus française que les Français, plus assimilée que les plus assimilés, et pendant très longtemps, elle a, je dirais, complètement intériorisé, absorbé, assimilé sa propre nature de tunisienne et sa propre histoire tunisienne. Et elle ne l'avait jamais raconté ni à elle-même, ainsi que les rapports avec le monde arabe, qui est un des sujets du livre, ni aux autres. Et puis, l'âge venant, elle s'est mariée une première fois à un homme qui est une famille totalement française, qui s'appelle Nicolas Demenac, qui est connu de certains d'entre nous ici, et avec 2 enfants, sa fille Léa qui vient de faire le film sur Bernadette Chirac, qui s'appelle Bernadette, et un fils, Hugo. Et puis, l'âge venant, la réflexion venant, elle a décidé de faire une vraie recherche sur non seulement sa famille en Tunisie, mais plus exactement d'ailleurs, le vrai rapport des Juifs tunisiens avec le monde arabe et avec le monde chrétien. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce qu'elle n'est pas seulement partie dans une recherche, je dirais, voilà, c'est plus classiquement familiale, généalogique, une forme d'enquête sur la famille, où on filme toujours à trouver des choses passionnantes, mais elle est aussi partie dans une exploration. Là, je ne l'avais pas prévu là, placé au pied levé, je n'ai pas relu le livre, mais le souvenir que j'en ai le plus fort, c'est qu'elle fait une passionnante plongée en fait dans l'histoire de la Tunisie et dans les rapports entre les différentes castes juives, parce qu'évidemment, il y avait des castes différentes, il y avait les Livournais et les autres, il y avait des classes sociales différentes, il y avait des rapports à la société différente entre le judaïsme tunisien et le monde arabe. Et évidemment, une exploration de ce fameux statut des dhimmis, qui sont à la fois, comme vous le savez, protégés et évidemment menacés constamment d'expulsion ou de raccompagnement à la frontière la plus proche, en même temps, bien sûr, qu'ils payent un impôt. Cela dit, mieux valait être dhimmi
que pas, puisque ça permettait quand même une protection. Donc il y a, je dirais que c'est un livre qui est au croisement vraiment entre l'histoire du judaïsme dans le monde arabe. C'est très intéressant parce que, comme vous savez, c'est un sujet sur lequel il y a encore aujourd'hui pas mal de polémiques et pas mal de, je dirais, de thèses et d'interprétations, justement sur le statut de la dimitude ou sur le fait que, par exemple, pour l'Algérie, il y a encore cette thèse selon laquelle le décret de mon ancêtre, Fabien, aurait isolé les Juifs d'Algérie et les aurait coupés de leur compagnonnage arabe et de leurs amitiés. Une thèse qui revient assez fortement ces temps-ci. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle soit si exacte que ça. Enfin, bon, les historiens savent plus que moi. Et Michel explore ça en même temps qu'elle conserve comme fil rouge. C'est ça qui fait du livre un livre, je dirais, plus de littérature, bien sûr, qu'un livre historique. Elle conserve comme fil rouge, elle conserve comme ligne qui traverse le livre sa famille, qu'elle appelle la famille de Pantin, parce qu'ils sont tous enterrés au cimetière de Pantin, et particulièrement le personnage de sa mère, que j'ai d'ailleurs connu, et qui était un très beau personnage, à la fois fragile et incarnant toutes les nostalgies et toutes les mélancolies de ce monde judéo-arabe disparu. Merci infiniment, Manuel. Alors, les livres des éditions Stock sont à notre disposition sur le stand de la Cavale. Il y en a un certain nombre, rapidement, parce que c'est Ariane qui arrive maintenant. Bien sûr, on va l'écouter. Juste dire un mot, parce que pour ceux qui l'ont pas lu, c'est vraiment un livre magnifique et un très beau succès, le livre de Lola Lafont. Lola Lafont, figurez-vous, qui est donc écrivain français, chaviré, elle a avec ses plus beaux livres, etc., juive, de la famille Goldman, ce dont elle parle rarement, a écrit ce très très beau livre sur Anne Frank. Le sujet peut vous en paraître déjà, si j'ose dire, vu, mais elle arrive réellement à créer une approche très originale d'Anne Frank en passant donc une nuit dans la maison d'Anne Frank à Amsterdam, et elle a publié ce livre chez nous. Quand tu écouteras cette chanson, ça c'est la version poche, il y avait la version grand format, et c'est vraiment un livre magnifique, bouleversant et extrêmement subtil sur aussi la mythologie d'Anne Frank. Absolument, je confirme vraiment la passion que j'ai eue à lire cet ouvrage qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Manuel. Merci à vous. Et merci aux éditions Stock qui soutiennent le salon du livre de mon livre. Oui. Oui, moi je voulais demander à Manuel Carcassonne si justement il envisageait ou envisagerait, s'il envisagerait de refaire traduire les Singer, précisément à partir du yiddish. Parce que. Pas facile, hein. Non, c'est pas facile, mais ça existe aujourd'hui, il y a des traducteurs. Oui. Et il y avait quelques énormes contresens parfois dans cette. Il paraît, oui. Voilà, voilà. Donc si à l'époque il y avait le problème de Marie-Pierre B, qu'il y avait une espèce d'exclusivité sur son immense auteur, bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui les choses peuvent changer. Alors je dois dire que du vivant de Marie-Pierre B, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, parce qu'elle continue de Elle est traduire. dépositaire de ses droits. Non, mais elle a une certaine. Elle s'est occupée de Singer pendant presque 40 ans de sa vie, et elle a un certain sens de la propriété de sa traduction, et elle continue aujourd'hui de s'en occuper, d'animer les choses, etc. Je pense que ce sera pour un après. Mais la traduction du yiddish n'est pas facile. Hein. Le traducteur qui s'y sont essayés est assez difficile. Et Singer écrivait dans les deux langues, et il écrivait, comme vous savez, quotidiennement dans les journaux de langue yiddish à New York, qui comptaient plus d'1 million de lecteurs. Ces journaux, ça me paraît évidemment un autre monde. Et ce passage de l'une à l'autre langue est quelque chose de très fort chez lui. Dans son discours du Nobel, qui est magnifique, je vous invite à relire, il parle de Yiddishland de manière absolument extraordinaire. Il parle vraiment, c'est un discours magnifique où il dit que la langue est le seul souvenir qu'il y a d'un monde qui a effectivement totalement disparu. Mais je me souviens bien qu'elle avait de Singer un sentiment de propriété parce que elle ne connaissait pas les frères Ashkenazi. Et c'est grâce à quelqu'un de la maison de la littérature yiddish, culture yiddish, avant qu'elle n'existe dans sa forme, que j'en avais eu
l'idée. Eh bien, Michel Lapôtre va refuser les droits pour la thèse, ou pour Albin Michel, je ne sais plus, parce que justement, il y avait Marie-Pierre Day à qui en priorité on devait donner tout ce qu'il faut. Voilà. En même temps, bon, on lui doit aussi pas à la... Les aventures. Il y en a une là. Oui, bonjour. Michel Bentoussan, la présidente du Centre culturel Jules Simone Veil. Merci de votre exposé qui était très clair et vraiment très intéressant. J'ai une question peut-être un peu anachronique, mais ce que vous avez dit m'a interpellé et m'a donné envie de vous la poser. Quelle a été la position des éditeurs français pendant la guerre? Vous avez un peu ébauché cette question, mais de façon générale, les grands éditeurs, comment ont-ils réagi face à l'occupation? Ont-ils publié des livres de collaborateurs? Ont-ils été au contraire résistants? Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. C'est un très bon... C'est un vaste sujet. Je ne peux pas répondre en deux minutes parce que je sens que Charles va me presser. En fait, il y a eu pas mal de... Il y a eu comme partout en France les deux camps, mais il y a eu, je veux dire, pas mal d'éditeurs qui ont quand même collaboré, qui ont publié des livres, et puis certains qui ont franchement collaboré. On connaît l'histoire de Noël. Bernard Grasset avait été quand même franchement du côté du pouvoir vichiste. Et donc il y a eu les deux. Les Gallimas ont été les plus habiles puisqu'ils avaient à la fois de grands écrivains collaborateurs comme Drieu La Rochelle, bien sûr, mais aussi des résistants comme Jean Paulhan, évidemment comme Malraux. Donc ils ont, après la guerre, eu une sorte balance harmonieuse entre les deux camps et n'ont pas été inquiétés, mais il y a des maisons qui effectivement ont dû fermer, ont dû se transformer, etc. Il y a plusieurs livres sur la vie artistique pendant la collaboration, dont l'édition est un bon sujet. Merci. C'est moi qui ai le micro. Une petite question. Après la question, je la courte, je ne sais pas comment sera la réponse. J'ai entendu avec une certaine consternation, et le mot n'est pas trop fort, que des éditeurs donnaient des conseils à un écrivain, lui proposaient des coupes, de rallonger, de raccourcir, et jusqu'à 13 versions différentes. Je n'imagine pas un galeriste, par exemple, conseiller à un peintre de rajouter de la couleur ou des personnages ou d'être plus abstrait ou plus concret. Voilà. Je termine juste ma question d'une façon un peu double. La première, c'est juste une petite citation. Rainer Maria Rilke, dans son petit fascicule sur les conseils à un jeune poète, dit que, en substance, que le meilleur moyen de se fâcher avec un ami, c'est de le conseiller sur la façon d'écrire. Voilà. Je termine juste en disant, est-ce que je dois conclure de ce que vous avez dit, qu'il y a peu d'écrivains qui, au premier jet, font de belles choses, et que la plupart écrivent comme des pierres, en quelque sorte. Non, alors j'ai fait un peu exprès de prendre un exemple un peu extrême quand j'ai pris cet exemple, parce que moi-même, je commence à en avoir marre de relire des versions. Il y a beaucoup d'écrivains. Alors d'abord, l'édition. Enfin, moi, je peux parler pendant des heures, il n'y a pas de problème. C'est Charles qui va me sortir par la force des baïonnettes. Mais l'édition, c'est une industrie, c'est la première industrie culturelle française, ce qu'on ne sait pas. Loin devant le cinéma, en fait, loin devant toutes les autres industries culturelles, ça représente en termes d'argent, en fait, beaucoup d'argent. Et c'est une industrie qui ne faiblit pas tellement dans sa... le marché de la littérature est stagnant ou négatif généralement, si on enlève... bon, mais vous-même, qui êtes peut-être un très bon lecteur, vous pouvez ignorer qu'en fait, il y a beaucoup de livres, qui ne sont pas forcément ce que je fais moi, mais qui sont de purs produits. Vous voyez, tout ce qu'on appelle la romance, la dark romance, etc. Ce sont des livres complètement fabriqués à la chaîne et qui se vendent des centaines de milliers d'exemplaires. Le travail qu'on fait avec certains auteurs, c'est un travail pour lequel les auteurs, en fait, sont en demande. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne les oblige pas, enfin, en tout cas dans la maison d'édition, quand même, qui ont une certaine identité littéraire, mais ils sont en demande de conseils. Quand un auteur qui est tout seul et qui travaille pendant 3-4 ans, rend 1000 pages, n'a pas forcément envie que son livre fasse 1000 pages, mais il ne sait plus lui-même très bien quels seraient les coupes à faire, quels seraient les endroits où il est allé dans les digressions, dans les excursus, etc. Moi-même, quand j'ai écrit mon livre, et ça fait quand même longtemps que je pratique
disons, le livre et la lecture et l'écriture, parce que j'ai fait beaucoup de critiques littéraires avant d'être éditeur, j'ai été très content que mon éditeur Olivier Nora me donne quelques conseils sur des passages qui pouvaient sembler trop obscurs, trop longs, emmerdants, etc. Donc vous avez besoin d'un dialogue. Après, il y a le dialogue, et puis parfois il y a des cas un peu plus extrêmes. Je cite juste un exemple, j'avais un auteur que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Philippe Gianada, qui a été après dans une autre maison d'édition, et Philippe avait l'habitude de faire des parenthèses, à l'intérieur de parenthèses, à l'intérieur de parenthèses, à l'intérieur de parenthèses, ça me rendait fou. Et donc je lui disais, mais Philippe, tu ne peux pas renoncer à ces parenthèses, après on ne pourra pas couper ce passage, etc. Et il a réfléchi, puis il m'a dit non. Parce que quand je fais des propositions, je ne n'impose pas. Bon, et je l'ai laissé avec ses parenthèses, et c'est son choix d'auteur, vous voyez, c'est à ce moment-là, c'est une décision d'auteur. Je respecte cette décision d'auteur, même si je pense que, très sincèrement, je continue de le penser, son livre était fourmillant de trop, disons, de passages trop longs et de parenthèses. Juste une remarque, Madame Skolovic. Juste une remarque. Un nouveau livre sur Anne Frank. Oui. Je voudrais juste faire remarquer qu'Anne Frank est une star de la Shoah, mais que des Pays-Bas, il y a quand même eu 102 000 morts, et qu'Anne Frank est un arbre, comme je le dis toujours, qui cache une immense forêt. Alors je ne sais pas ce que le livre dit, mais il ne faut quand même pas oublier qu'aux Pays-Bas, 75% des Juifs ne sont pas revenus. Oui, je ne suis pas l'auteur du livre, mais je connais, hélas, la situation de ce qui s'est passé aux Pays-Bas qui est effrayant. On a d'ailleurs publié un écrivain néerlandais, on a fait avec lui une déambulation terrible à Anvers, justement sur la mémoire juive à Anvers. Alors Lola Lafonsa, il faut vraiment lire le livre, elle prend un parti pris assez original, profondément original. C'est un parti pris qui consiste à montrer justement que Anne Frank, contrairement à la vulgate Anne Frank, c'est un phénomène mondial, n'est pas une adolescente au destin brisé, mais un écrivain au destin brisé. Et qu'elle part du principe que Anne Frank avait une conscience d'auteur, une conscience d'écrivain, qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait, que son journal a été pensé par elle, beaucoup plus que lancé comme ça, comme des fragments sur la page. Et Lola Lafont, en tout cas, développe ce point de vue par rapport même à la chambre d'Anne Frank, dans laquelle elle n'ose pas entrer dans toute la pérégrination qui dure une nuit autour de cette chambre obscure. Merci. Je suis désolé, mais on ne peut pas poursuivre. Je ne savais pas que les maisons d'édition allaient susciter autant d'intérêt. On va avoir beaucoup de débats sur l'édition dans la France entière, et à l'étranger aussi. Je veux dire que je suis très gêné par notre élève. Absolument. Il y a une question qui veut vraiment être posée, alors que nous attendons rien. Allez-y rapidement. C'est juste une observation. Allez-y. Concernant l'observation du monsieur qui parlait des correcteurs pour les écrivains, je veux rappeler que dans l'éducation juive, il y a ce qu'on appelle la hevruta, c'est-à-dire le dialogue à deux. Donc ça, c'est un principe dans l'éducation, aussi bien dans la littérature, dans l'art, de la discussion. Mais je pense parfaitement raison. On ramener ça au sujet d'aujourd'hui. Voilà. Lorsque j'étais chez Grasset, on discutait avec Olivier Nora pendant des heures parfois de certains textes, et à la fin on disait on est vraiment comme deux vieux juifs en train de discuter. Donc il y avait un peu de ça. Merci infiniment, Manuel Carcassonne.